À la page 32 du chapitre 12 de mes notes de cours, on résout une autre situation dans la section 4.2 de Séguin. Une situation typique que les profs de physique aiment, là, les questions de règles suspendues. C'est juste dans les livres de physique qu'on voit ça. Pour ça, je dis que les profs de physique aiment ça. On peut aller lire la donnée du problème là, dans le livre de Séguin à la page 464. On interrompt la vidéo, on va prendre connaissance de la situation. Et au retour, on identifie nos données correctement. Donc, c'est un problème de règle qui mesure 1 mètre. Donc, j'ai identifié que la longueur de la règle, c'était 1 mètre et que la masse de la règle était donnée immédiatement aussi, qui était de 100 grammes. On nous dit qu'à 30 cm de l'extrémité droite, on accroche un bloc de 400 grammes, donc le 30 cm, à lequel je vais accrocher un bloc que j'appelle le bloc MA de 400 grammes. Puis on désire déterminer, on va faire le dessin bientôt, là, les forces de tension là, dans les différentes cordes du montage. Peut-être que ce serait déjà bon, donc on commence à dessiner. Donc j'ai ma règle ici, qui a une longueur de 1 mètre, donc c'est la cote que j'ai mis en haut correspondant à la longueur de ma règle. J'ai la masse de cette règle-là que j'ai probablement inscrit au-dessus de la règle. J'ai la longueur à laquelle j'accroche le bloc A là, de 300 mètres. Donc la corde qui tient le bloc A là, est ici. Évidemment, j'ai utilisé les carreaux pour correspondre à 1 mètre. Donc j'ai divisé ma règle en 10 carreaux pour 1 mètre. Donc 3 carreaux. Je vais avoir une corde là, ici qui tire la règle vers le bas. Aux deux extrémités, j'ai les cordes qui tirent la règle vers le haut. Donc j'ai mis des forces pour représenter mes 3 cordes qui tirent sur la règle. Et c'est ces 3 valeurs-là qu'on me demande. J'aurais pu dessiner ma corde ici, puis aller dessiner la masse A en dessous ici, mais ça commençait à prendre beaucoup d'espace en hauteur. J'ai préféré dessiner ma masse A à côté ici, avec son FG vers le bas, parce que sur la masse A, il y a un FG. Et la corde, elle, le soutient. La corde tire la masse vers le bas. Fait que ce dessin va à la suite, si on veut, là, en bas ici. Est-ce que j'ai identifié tout ce que j'avais de base dans le dessin? LR, MR, LB, il est ici, hein, c'est mon 30 cm à partir du coin là. MA est dessiné là, puis les 3 tensions que je cherche. J'ai mis FTB ici, parce que j'ai mon axe des Y vers le haut de façon naturelle. Puis j'ai la corde, hein, une corde ça tire toujours à ses deux extrémités, donc de l'autre côté je l'ai appelé moins FTB, parce qu'il est dans le sens inverse de celui-là. J'ai un problème de force, je pourrais rajouter la seule autre force qu'il y a dans le problème, là, qui est le FG associé à la masse de la règle. Pour l'instant, prime abord, problème de la page blanche, c'est ce que j'aurais mis initialement. Puis là, j'aurais commencé à regarder mes points d'interrogation, voir qu'est-ce que je suis capable de calculer. Ici, FTG, FTD, j'ai 2 forces inconnues sur cette règle-là. FTB, c'est la force de la tension. Je peux la calculer en travaillant sur cet objet-là, mais je peux la calculer aussi en travaillant sur cet objet-là, puis ça m'a l'air naturel et direct. Donc, parce que je suis juste en Y, puis j'ai juste 2 forces. Problème très facile, que je fais une somme des forces en Y sur MA. Il faut toujours ajouter sur quoi qu'on travaille. Donc, j'ai plus FTB vers le haut, puis j'ai moins FGA vers le bas. La force de tension dans cette corde-là est égale à FGA, est égale à MA fois G. On peut mettre des chiffres et avoir une réponse. J'ai déjà répondu à un des 3 points d'interrogation. Et il y en a plusieurs qui m'auraient donné cette réponse-là dans leur tête. Mais là, je viens juste de faire une preuve, une justification à l'aide de formules de physique. Il me reste 2 points d'interrogation à régler, qui sont des forces qui agissent sur MR. Je vais faire le gars qui n'est pas bon en physique, puis qui ne réalise pas qu'il est dans le chapitre 12. J'ai des forces qui s'exercent selon Y. J'aurais tendance à dire, je vais faire aussi la somme des forces selon Y, mais sur la règle maintenant. Donc, la somme des forces en Y, mais sur MR. Je vais avoir quoi comme force? Je vais avoir FTG qui tire vers le haut. Montrer que je fais analyse de signes, mais j'ai rajouté là, mon analyse de signes entre parenthèses. Puis je les lis dans le fond là, de gauche à droite. Donc FTG positif, FGR vers le bas. Je rencontre FTB qui va tirer sur la règle vers le bas, moins FTB. Je rencontre FTD qui tire sur la règle vers le haut, est égal à 0. FTG, c'est une valeur que je cherche. Ici, FGR, mon moins rendu là, je peux le remplacer par MR fois G. FTB, j'ai déjà sa valeur. Je peux le remplacer par 3,92 si on veut. Mais là, je l'ai encore écrit dans cette forme-là. Puis FTD, c'est un autre inconnu que je cherche. J'ai probablement fait mon remplacement un peu plus loin. J'ai isolé en fonction de FTG une des 2 variables que je cherche. Donc, j'ai mon MR fois G rendu de l'autre côté, plus FTB, plus moins FTD, lui rendu moins.
Après ça, j'ai mis les chiffres, m'apercevoir que j'avais 2 inconnus dans cette équation-là. J'ai fait des calculs intermédiaires. Des fois, c'est pour arriver avec ces gains. Donc, j'ai fait des calculs intermédiaires sur cette ligne-là. Mais il reste que c'était aussi pour avoir une équation simple où ce qui me reste juste mes inconnus, puis ça ressemble le plus à des mathématiques le plus simple possible. J'ai rajouté le commentaire que j'avais donc une équation pour essayer de solutionner, mais j'ai 2 inconnus, donc il va falloir que je continue. Petite remarque avant que je continue, j'ai volontairement, bon, on va le faire dans une seconde, j'y reviens, on continue à ce qu'on était rendu. Donc j'ai une équation, 2 inconnus, il faut que je trouve un nouvel outil. Je ne peux pas faire des sommes de force en X, ça ne sert à rien. Je peux faire l'équilibre de rotation. L'objet ne bougeait, ne montait pas, ne descendait pas, donc j'ai fait la somme des forces en Y. Mais l'objet ne tourne pas, je peux utiliser le chapitre 12, dire que la somme des moments de force est égale à 0 sur la règle. S'il ne tourne pas, même s'il tournerait à vitesse constante, ça serait la même conclusion, mais s'il ne tourne pas, c'est certain que la somme des moments de force est égale à 0. Personnellement, ce que je fais à ce moment-là, c'est peut-être différent un petit peu de votre version écrite, mais je suis certain que vous allez pouvoir l'adapter assez rapidement, là. Je fais la somme des moments anti-horaires est égale à la somme des moments horaires, puis j'ai plus besoin de me préoccuper des signes, je prends des valeurs absolues. Donc, je regarde sur mon dessin, puis quand je fais ça, un peu comme quand on faisait x, y, que ça nous prenait un système d'axes, quand je fais l'équilibre de rotation, il faut dire alentour de quoi que je fais la rotation. Et là, je vais faire encore le mauvais physicien qui fait un mauvais choix, mais un choix qu'on fait des fois naturellement, dire, je vais faire l'axe de rotation au centre de l'objet. On va voir que c'est très important de dire, c'est très important le choix de l'endroit où on met l'axe de rotation peut nous simplifier la vie ou nous compliquer la vie. Là, je fais l'erreur, ça va me compliquer un petit peu la vie, mais tout à l'heure, on va le faire en simplifiant la vie. Donc, je l'ai mis mon axe de rotation au centre et maintenant, je vais regarder comment ça tourne par rapport à cet axe-là. FTD, évidemment, a tendance à faire tourner l'objet dans ce sens-là. FGR ne fait pas tourner l'objet. FTB vers le bas a tendance aussi, si on imagine que FTB tire, ça va avoir tendance à faire tourner l'objet comme ceci également. Puis FTD, lui, en tirant comme ça, va avoir tendance à faire tourner l'objet dans l'autre sens. Donc, j'ai ça qui fait tourner horaire, L horaire, puis L anti-horaire. Donc, quand je fais ma somme des anti-horaires, je vais avoir le moment de force créé en D, lien avec le D qu'il y a là. Puis l'autre côté, horaire, je vais avoir le moment de force créé par G, puis le moment de force créé par B ou en B. Maintenant, à partir du moment où je dis que j'étudie des moments de force, ça va me prendre des bras de levier. Donc, je pourrais vérifier si identifier mes bras de levier. Donc, L tire avec le RG qui est ici. Et en plus, c'est perpendiculaire. Hein? Ma distance que je mesure est perpendiculaire à ma force. Donc, je peux appeler ça un bras de levier perpendiculaire. Après ça, j'ai RTB ici, le bras de levier par rapport au centre pour cette force-là. Et c'est aussi perpendiculaire quand on regarde les deux lignes. Et finalement, j'ai le bras de levier pour D. Mais encore une fois, c'est ma distance par rapport au centre. Puis c'est encore perpendiculaire quand on regarde ici. Donc, j'ai identifié mes bras de levier. Prochaine ligne, c'est-à-dire que je fais bras de levier fois la force, bras de levier fois la force, bras de levier fois la force. Je pense que quand je disais que j'avais fait une petite différence ici, dans votre version, à vous, si je ne l'ai pas traité comme ça, ces deux choses-là, ces termes-là sont de ce côté-là du égal et deviennent évidemment négatifs dans ce temps-là. Tandis que moi, je n'ai pas besoin de traîner le négatif en les écrivant comme ça maintenant. Bon, j'aurais pu mettre des chiffres à ce moment-ci pour voir qu'est-ce qui me manque, mais entre autres, ça me prend des valeurs pour les bras de levier. Puis ça, souvent, c'est juste de la géométrie, de l'analyse de la situation, de réaliser que le bras de levier à droite, c'est la moitié de la règle, donc je peux calculer sa valeur, que le bras de levier pour G à gauche, c'est aussi la moitié de la règle, et il me reste le bras de levier pour B, ici, donc la cote que j'ai ici en bas. Bien, évidemment, ce n'était pas ça qui était connu au départ. Ce qui était connu, c'est que c'était à 3 de ce côté-là. Ça veut dire qu'il reste 2 par rapport au centre. Donc, le bras de levier pour le dernier, c'est 0.5 fois 0.3. Fait que j'ai ma formule. Si j'ai fait une erreur, les personnes peuvent me suivre et trouver où est mon erreur de calcul. Et maintenant, je vais mettre tous ces chiffres-là de ces équations-là. C'est même que ça devrait être écrit maintenant. Donc, mes valeur que j'ai calculée ici, ainsi que la première valeur que je connaissais déjà dans l'équation 2, qui est celle-ci ici. Donc, je l'ai réécrit, mais maintenant avec plein de choses reconnues. RTD, c'est 0.5 ici. J'ai écrit une demi
fois le FTD, plus RTG. RTG, c'est aussi 1/2 fois FTG, plus RTB. Bien, RTB, c'est le 0,2 que là. Puis le FTB était connu d'en haut, c'est 3,92. Donc là, après ça, je fais des mathématiques, là, qui ont plusieurs chemins possibles. Mais je vais me retrouver avec une deuxième équation, si on veut, dans laquelle j'ai première équation avec deux inconnus, puis j'ai ma deuxième équation ici qui contient les deux mêmes inconnus. Donc c'est résolvable mathématiquement. Ce que je fais à la page suivante, à la page 33 en haut, donc je mets la quatrième dans la première, on remplace, on isole notre FTG par des opérations mathématiques et j'ai une valeur pour FTG. Et un coup que j'ai une valeur pour FTG, ben, je peux ramener ça dans l'autre équation puis avoir une valeur également pour FTD. Je peux me vérifier avec les moments de force, c'est ça qui est intéressant. Je peux recalculer le moment de force en D maintenant que je connais les valeurs. Ça va me donner une certaine valeur. Ça, c'était le seul qui nous faisait tourner anti-horaire. Et les deux qui nous faisaient tourner horaire, ben, je peux les calculer. Ce que j'ai fait ici. Puis quand j'additionne ces deux chiffres-là, ben, ils devraient me donner l'autre chiffre. J'avais un équilibre. Donc effectivement, si on additionne ces deux chiffres-là, je retombe sur le chiffre d'en haut. Solution alternative, ben, c'était de le faire avec un tableau. Évidemment, ça faudrait que ce soit intéressant et rapide en examen. Il faut que le prof ait lui-même fourni le tableau. Mais rapidement, si on regarde ce que ça a l'air, ben, pour faire des moments de force, tu as besoin de connaître le bras de levier, la force, puis l'angle, puis le sens de rotation que ça donne. Donc, on regarde qu'est-ce qui est connu là-dedans. Ben, nos bras de levier, on les a calculés tout à l'heure, une demi-LR. La force, donc j'avais 3 forces à considérer ou 3 points à étudier, D, G, B, mais là je l'ai fait en remplissant un tableau à la place, mais on a tous des sines 90 degrés. Le deuxième bras de levier, c'était aussi une demi-LR, celui-là qui était à gauche complètement, puis il faisait tourner dans l'autre sens, je mets également mes sens de rotation ici, puis pour B, ben là c'était le calcul qu'on a fait tantôt pour arriver à 0,2, puis ça, FTB, on l'avait déjà calculé, puis lui ici qui était à 90 degrés, puis lui ici faisait tourner dans ce sens-là. Après ça, un coup qu'on a rempli les données du problème, mais maintenant, c'est de calculer nos moments de force. Il y a différentes façons que je pourrais le faire. Ici, je l'ai fait avec le signe, donc je vais ajouter le signe, puis je fais RF fois le signe de l'angle. Je vois qu'on a toutes des 90 degrés, toutes des 1. Donc, une demi, le R qu'on a calculé fois FTD, et c'est positif à cause du sens de rotation. Même chose ici, moins une demi, mais FTG. Puis ici, ben, ça tourne dans l'autre sens, dans le sens négatif également. Là. Puis j'ai le 0,2 fois le 3,92. Et quand j'additionne cette colonne-là, c'est elle là, qu'on additionne les moments, c'est supposé de me donner 0. Donc mon équation apparaît ici, l'équation mathématique que j'avais trouvée à l'aide des moments de force tout à l'heure. Une demi-FTD moins une demi-FTG moins 784 me donne 0. C'est les mêmes choses qu'on avait tout à l'heure. Donc là, après ça, je continue mathématiquement, mais j'arrive à ma quatrième équation que j'avais tout à l'heure en faisant un développement sans tableau.